Donc je vais vous parler des prises de vue aériennes en essayant de ne pas répéter ce qui a déjà été dit sur le sujet jusqu'à présent. D'abord, très rapidement, les tendances récentes dans le développement des caméras numériques aériennes. D'une part, la course aux pixels, des emprises de plus en plus grandes. Et la dernière née de Vexcel, la caméra Eagle, fait un peu plus de 20 000 pixels en transversal, ce qui est la caméra numérique la plus, avec l'emprise, avec la fauchée la plus grande du marché, en tout cas sur le plan commercial. La taille du pixel sur le CCD qui elle, se réduit sans cesse. Donc là, on parle du photosite. La taille du CCD qui également augmente, et la DMC 250 a un CCD unique, donc ce n'est pas une combinaison de plusieurs CCD, une matrice unique qui fait 17 000 pixels sur 14 600 pixels. La modularité également, de plus en plus de caméras ont des objectifs interchangeables et parfois on peut même changer d'objectif sans devoir faire une nouvelle calibration. Et de toute façon, la plupart des opérateurs aujourd'hui ont différents systèmes avec différentes lentilles, différentes longueurs de focale qui leur permettent d'entreprendre des missions très différentes. Le temps minimum de mise en mémoire, ce qu'on appelle en anglais le frame rate, donc le temps minimum entre deux prises de vue, deux déclenchements successifs. Malgré cette inflation des pixels, les constructeurs de caméras ont réussi à faire diminuer et puis stabiliser le temps de mise en mémoire de chaque prise de vue. Et enfin, des objectifs à très haute définition, puisque bien sûr, au fur et à mesure qu'on augmentait le nombre de pixels et que la taille du photosite se réduisait, il fallait des objectifs de plus grande qualité. La mémoire, on a remplacé les disques durs par des disques SSD, donc une mémoire flash. Les disques durs étant plus fragiles, ayant certains problèmes liés à la pressurisation, tandis que les disques SSD se sont révélés en photographie aérienne beaucoup plus fiables. Disques qui sont d'ailleurs échangeables en vol, ce qu'on appelle en anglais le hot swap, c'est-à-dire qu'au milieu d'une mission, quand vous faites votre tournant entre deux axes de vol, vous pouvez enlever un disque, remettre un autre disque, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la capacité de stockage d'une caméra est illimitée. On n'a plus aucune limitation de ce point de vue-là. Les obturateurs, qui ont souvent été un point faible, un point fragile de la caméra, qui sont également échangeables dans certaines caméras, sans devoir faire de recalibration, sans devoir renvoyer la caméra au fabricant. Ces facteurs, certains de ces facteurs dont je viens de parler, du développement des caméras, ont un effet sur les prix des prises de vue aériennes et des orthophotos, tandis que d'autres facteurs, on le verra dans les slides suivantes, auront au contraire tendance à tirer les prix vers le haut. Bien sûr, la productivité des capteurs augmente grâce à leur fauchée de plus en plus grande, leur nombre de pixels de plus en plus nombreux. La productivité des suites logicielles pour le traitement des images également a beaucoup progressé, même s'il ne faut pas se faire d'illusions. Ce n'est pas juste downloader les images sur un serveur et presser un bouton et tout est traité automatiquement. C'est vrai que le premier traitement des images se fait de manière très automatisée, mais ensuite l'orthophoto et notamment les lignes de mosaïquage dont on a entendu parler juste avant avec la présentation de Jean-François Angouet, c'est toujours quelque chose qui est très manuel. L'aérotriangulation, idem. La concurrence qui est de plus en plus vive, notamment grâce au marché commun et aux sites européens, qui fait que de plus en plus d'acteurs non français viennent sur le marché français.
Et enfin, les volumes en hausse, les volumes, je veux dire ici, d'achat des collectivités locales, des pouvoirs publics et également des acteurs privés qui achètent de la donnée géographique, des mises à jour de plus en plus fréquentes, une résolution qui progresse sans arrêt, ce qui veut dire plus d'images, plus de journées de vol, de nouvelles applications, par exemple liées au réchauffement climatique, la thermographie, la modélisation 3D pour évaluer le potentiel de production d'énergie solaire des toits d'une ville. L'effet Google aussi qui a à la fois éveillé l'intérêt d'un public plus grand pour la donnée géographique et pour la photo aérienne, mais qui également a également mis une pression sur les prix puisque Google offre des données gratuites, comme c'est le cas en général sur Internet. Quelques facteurs qui, au contraire, freinent la chute de ces prix. Je n'ai pas écrit qui tirent les prix vers le haut, parce que, comme vous le savez, au cours des dernières années, les prix ont eu tendance à baisser assez fort. L'impact de la résolution sur le temps de vol. Avec un pixel de 20 cm, on serait à 100. Avec un pixel de 10 cm, on passe à 200. Et avec un pixel de 5 cm, on passe à 400 heures de vol pour un territoire donné, fictif. L'impact de la résolution sur le volume des images à traiter. Là, il y a un facteur 4 entre le pixel de 20 cm et le pixel de 10 cm. Et un facteur 4, encore une fois, entre le pixel de 10 cm et le pixel de 5 cm. L'impact du dévers sur le temps de vol et sur le volume des images est également très important. Et ici aussi, on a une tendance du marché à demander un dévers de plus en plus limité. Pour un territoire donné qui mettrait 100 heures pour être volé avec un dévers maximum de 25%, on arriverait pour un dévers maximum de 20% à 122 heures et pour un dévers maximum de 15% à 148 heures. Ceci, bien sûr, ça variera d'un capteur à l'autre, mais l'ordre d'idée et le principe restent le même avec tous les capteurs. L'impact du dévers sur le volume des images à traiter est, lui, encore plus important. Si on a 100 images avec un dévers maximum de 25%, on en aura 162 avec un dévers maximum de 20%, et on en aura 295 avec un dévers maximum de 15%. D'autres facteurs qui, encore une fois, freinent la chute des prix, la précision qui suit l'évolution de la taille du pixel. Je parle de la taille du pixel au sol, donc la résolution. Plus on demande une résolution grande, plus il faut atteindre une précision élevée. D'abord parce que souvent la précision est exprimée en nombre de pixels, mais aussi quand on arrive à de l'orthophoto à moins de 10 cm, à 7 cm et demi, à 5 cm, on regarde des détails et on se sert de ces images pour d'autres applications comme des avant-projets, des études pour des travaux sur la voirie, où l'orthophoto ou les images aériennes rentrent en concurrence avec les géomètres, et donc les exigences de précision sont beaucoup plus élevées. Ce qui veut dire également beaucoup plus de travail au niveau stéréo-préparation, là où avec des images à 15 cm, à 20 cm, on pouvait se contenter de la base de données des points IGN. Quand on descend à des résolutions de 10 cm ou plus bas, le nombre de points offerts par la base de données IGN n'est pas suffisant, ou souvent également les points mis à disposition par les collectivités locales, et ces points ne sont pas toujours suffisamment précis, donc il faut aller lever des points pour pouvoir faire un calage très précis des images. L'utilisation de l'espace aérien qui devient de plus en plus difficile, et c'est en particulier le cas malheureusement dans votre région. Le Centre régional de navigation aérienne du Sud-Est
comment dire, c'est communément accepté par tous les opérateurs, tous les avionneurs, le plus difficile, le plus restrictif en France. Et en particulier, il met souvent beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles pour nous donner des créneaux pendant la période où vous êtes le plus demandeur pour avoir des images aériennes, à savoir l'été, en particulier les mois de juillet et août, mais parfois déjà dès le mois de juin ou le mois de septembre, on obtient les créneaux très difficilement et surtout beaucoup plus difficilement qu'avant. Et d'ailleurs, à ce sujet, ça peut être une bonne idée, vu que vous êtes organisé en groupement d'achat, vu que vous avez mutualisé vos achats à travers la région PACA et à travers le CRIJ, ça peut être très intéressant de faire une intervention auprès des autorités de la navigation aérienne à ce niveau, parce que ça vous permettra d'obtenir les données que vous voulez, photographier quand vous le voulez. Il y a des exemples comme ça, par exemple en Hollande, autour de l'aéroport de Schiphol à Amsterdam. L'aéroport de Schiphol était extrêmement restrictif pour ce qui est des autorisations de survol de tout le territoire de la TMA, qui fait environ 5000 km². C'est donc toute la zone contrôlée par le contrôle aérien de Schiphol. Toutes les communes qui se trouvaient sur ce territoire se sont regroupées en associations et elles ont été ensemble négociées avec le contrôle aérien pour obtenir des facilités de créneaux horaires, sachant qu'en parallèle, elles avaient fait aussi un groupement d'achat et que donc elles diminuaient la demande par les avionneurs pour pouvoir voler cette zone. Donc c'était vraiment comment dire, gagnant-gagnant. Ils facilitaient la vie des contrôleurs du ciel et en même temps, ils augmentaient la probabilité de pouvoir avoir les images aériennes qu'ils voulaient quand ils le voulaient. Les risques augmentent également au niveau météo, pas parce que la météo se détériore, mais simplement parce que avec l'augmentation de la résolution, on passe à une durée plus grande de prise de vue. Là où on faisait ça en un jour, on fera ça en 2 jours ou en 3 jours. Donc il y a une probabilité plus grande qu'une mission soit coupée par une période de mauvais temps et qu'on doive revenir une 2e fois sur site, avec éventuellement les variations de radiométrie dans le résultat final. Quelques aspects de la configuration de la caméra, il n'était pas possible de tout aborder, mais je vais insister notamment sur l'impact de la longueur de focale et de la taille du CCD sur le dévers et le ratio B sur H. Le ratio B sur H, c'est le rapport entre la base, c'est-à-dire la distance entre 2 photos successives, et la hauteur de l'avion. Plus la focale est courte, plus le dévers augmente. Et également, plus la focale est courte, plus le ratio B sur H augmente. Un ratio B sur H qui augmente, ça veut dire un effet de stéréoscopie plus appuyé, ça veut dire une meilleure perception du Z, une meilleure perception de la hauteur, et donc c'est tout à fait en faveur d'applications telles que la production du MNT ou la stéréorestitution. A l'inverse, une focale plus longue et donc un dévers moindre, ça sera un facteur qualitatif pour la production d'orthophotographie, puisqu'on aura un effet de déversement des immeubles ou d'autres objets qui se trouvent sur le terrain moindre, et donc on aura moins de terrain caché. L'impact de la longueur de focale, j'ai ici calculé ces quelques exemples sur la caméra DIMAC D13000, donc qui est une caméra modulable qui utilise toute une série d'objectifs différents. Et on peut voir qu'avec un 50 mm, on a un dévers énorme et on a un ratio B sur H également très élevé. Donc une caméra qui n'est pas très indiquée pour l'orthophotographie. À l'inverse, autre extrême, la caméra avec la longueur de focale 210 mm, on a un dévers beaucoup plus réduit. Le dévers maximum sera de 14% seulement et le ratio B sur H est de 0,102. Ce qui veut dire qu'avec un vol qui serait fait avec un 210 mm,
ce que normalement on fera seulement sur des zones où il y a des problèmes de survol, comme par exemple la région de Paris. On pourra faire une orthophotographie avec très peu de dévers, mais à l'inverse, on ne pourra pas produire un MNT de bonne qualité. On pourra éventuellement produire un MNT de qualité juste suffisante pour faire l'orthorectification. Mais si il y a un MNT qui est mis à disposition par le maître d'ouvrage, c'est encore mieux. Mais on ne pourra pas produire un MNT destiné à d'autres usages. L'impact de la taille du CCD, c'est moins important. Et vu le peu de temps qui nous reste, je vais passer. De toute façon, vous pourrez récupérer la présentation. Comparaison entre quelques caméras qui sont présentes sur le marché français. Je n'ai pas cherché à être exhaustif. Il y a également bien sûr les caméras push broom comme la caméra Leica qui sont utilisées par certains opérateurs, ou la caméra israélienne A3 qui est la caméra qui balaye un peu comme un lidar. Mais malgré tout, les caméras matricielles sont les caméras qui dominent le marché. Voici une petite comparaison avec les 4 caméras matricielles les plus présentes sur le marché français. On peut voir qu'en fonction de la taille du CCD et de la configuration de ces caméras, le ratio B sur H et le dévers maximum sont très différents. Et donc, j'en viens à la conclusion que je voulais développer ici, à savoir que il n'y a pas vraiment de sens à imposer dans un cahier des charges un dévers, un taux de recouvrement, puisque le taux de recouvrement pour atteindre un dévers donné sera très différent d'une caméra à une autre. Le taux de recouvrement en général n'est pas une fin en soi pour la collectivité qui commande une orthophotographie ou un autre produit à partir des images aériennes. Et donc il faut plutôt définir des critères, des spécifications qui sont basés sur l'usage que la collectivité aura de ces images, plutôt que de définir des spécifications basées sur les process d'acquisition qui peuvent être très différents d'un opérateur à un autre, notamment en raison des équipements qu'ils utilisent. Je fais un petit retour en arrière. Donc ici, un petit tableau, c'est bien sûr discutable. D'autres opérateurs mettront les petites étoiles de manière un peu différente, mais ça vous donne une idée. Les différentes applications en fonction de différentes configurations de caméras. Une focale plus courte donc sera privilégiée pour du MNT ou de la restitution. Ce sera également privilégié pour une orthophoto à très basse résolution parce que plus la résolution est basse, plus on doit voler haut. Donc avec une focale courte, on devra voler moins haut. Mais sinon, dans l'absolu, au niveau de résolution auquel on se trouve aujourd'hui, entre 20 cm et 5 cm, une focale moyenne sera préférable puisqu'elle limite le dévers. La focale longue limite encore plus le dévers, mais par contre on vole tellement haut qu'il y a toujours un petit voile atmosphérique ou simplement l'impact de la pollution au-dessus des villes fait que la qualité de l'image n'est plus tout à fait aussi bonne et que la visibilité des objets dans les ombres notamment est un petit peu moins bonne qu'avec une focale plus courte, à même résolution. La notion de dévers mérite aussi d'être définie de manière un peu plus précise parce que souvent dans les cahiers des charges on parle de dévers mais on ne dit que très très rarement où le dévers doit être calculé. Donc ici un petit exemple calculé sur la Vexel Ultracam XP équipé d'un 100 mm, le dévers longitudinal, donc le cliché est rectangulaire avec le grand côté qui est perpendiculaire à l'axe du vol. Le dévers longitudinal fera seulement 13,6%, tandis que le dévers transversal fera 36,4%,
et le dévers calculé dans la diagonale sera encore bien sûr plus élevé. Or, d'une manière générale, si souvent on demande dans un cahier des charges de donner le dévers maximum, on ne précise jamais ou quasiment jamais qu'il faut le calculer dans la diagonale, et la pratique du marché est souvent de donner le dévers maximum calculé en latéral, en transversal. La relation taux de recouvrement dévers, donc bon, ça j'en avais déjà parlé. Ceci dit, le fait que j'ai dit un petit peu avant qu'il ne fallait pas imposer un taux de recouvrement dans un cahier des charges, mais plutôt un taux de dévers, ne veut pas dire qu'il ne faut pas un minimum de taux de recouvrement. Il faut un recouvrement longitudinal de 60% minimum pour avoir la vision stéréo et pour pouvoir exploiter les images pour faire un MNT ou de la restitution photogrammétrique. En théorie, on pourrait faire une orthophotographie avec un recouvrement longitudinal de moins de 60%. Le recouvrement latéral, lui, conventionnellement, il est fixé à 30%. Ceci dit, quand le terrain est plat, on peut se contenter d'un recouvrement latéral minimum de 20%. Sauf à très très haute résolution, parce que alors, on risque d'avoir des problèmes quand on fait les corrections de lignes de mosaïquage et avoir beaucoup de mal à contourner des très grands objets du genre des usines, des entrepôts, parce que la taille du bâtiment sera plus grande que la marge de manœuvre qu'on a pour passer à droite ou à gauche quand on fait le mosaïquage. Ce recouvrement latéral est très important. Il sert notamment à garantir qu'on aura une couverture exhaustive du territoire, puisque malgré le GPS qui est embarqué dans l'avion lié au système de navigation, l'avion ne peut pas garantir d'être à 10 ou 20 ou 30 mètres près tout le temps exactement sur sa ligne de vol. Il n'est pas rare de dévier de 50 ou 100 mètres. Également, au niveau de l'aérotriangulation, si on n'a pas suffisamment de recouvrement entre bandes, le logiciel qui cherche des points de corrélation pour rigidifier le modèle, pour faire le calage des images, n'en trouvera pas suffisamment. Les bénéfices d'un taux de recouvrement plus élevé, puisque parfois il est utile d'avoir un taux de recouvrement plus élevé, eh bien c'est d'une part quand on veut limiter le dévers, on en a déjà parlé, d'autre part un recouvrement minimum de 60-60 peut être utile pour la restitution photogrammétrique. En principe, si vous avez un recouvrement supérieur ou égal à 60% dans les deux directions, vous pourrez, quand vous faites de la restitution photogrammétrique, utiliser des modèles stéréo, notamment entre images successives d'une même bande, mais également entre bandes, ce qui devrait vous permettre, en principe, de pouvoir faire le pied d'un bâtiment tout autour du bâtiment. Je dis bien en principe parce qu'il y a quand même certains obstacles. D'une part, il y a tous les masques tels que végétation, mais également il y aura toujours un côté du bâtiment qui sera à l'ombre où il sera parfois plus difficile de trouver exactement le pied du bâtiment. Un recouvrement 80-60 peut aussi être utile quand on veut utiliser les bords d'image pour faire la texturation d'un modèle 3D. Mais ça, je vais y revenir dans un instant. Il est également très utile dans le cadre des paramètres pour la prise de vue et dans le cadre également d'un CCTP de prendre en compte le relief. Quand on est dans une zone accidentée, je prends ici un exemple basé encore une fois sur l'utilisation d'une vexelle. Imaginons qu'on ait une résolution de 15 cm au niveau de la mer et un recouvrement latéral de 30% au fur et à mesure de la montée du terrain. Nous sommes dans un cas où le vol se fait à altitude constante à 2500 mètres et on a un anthrax constant de 1818 mètres. En fonction de l'élévation du terrain, la résolution augmente sans arrêt et donc sur les sommets des montagnes, par exemple, on aura une résolution maximale, mais la résolution dans les vallées ou au bord de la mer, là souvent quand même où se trouve le territoire le plus important, cette résolution-là sera la moins bonne. Et également, au fur et à mesure qu'on monte, le taux de recouvrement entre bandes diminue
et on a des risques de ne pas avoir une couverture totale et après ça d'avoir du mal à caler les images. En conclusion, il est donc très important que quand un plan de vol est préparé, il prenne en compte un MNT de la région, et c'est même quelque chose qui devrait systématiquement être exigé par les donneurs d'ordre, mais qui souvent ne l'est pas. Quand on veut définir la résolution, il est important, à mon avis, de donner une taille du pixel maximum ou une taille moyenne, et éventuellement de dire quelle est la variation du pixel qui est accepté. 10 cm plus ou moins 10% ou 10 cm plus ou moins 15% à voir en fonction du terrain. Et ensuite, les opérateurs devront diviser leur zone à voler en plusieurs blocs qu'ils voleront à des altitudes différentes pour respecter le cahier des charges. Les exigences de taux de recouvrement qu'il faut que la prise en compte du relief permet de respecter, c'est d'une part le recouvrement latéral minimum qu'on doit toujours avoir sur les sommets de la zone à lever et le recouvrement longitudinal constant de 60% qui ne peut être garanti que si on a pris en compte le relief pour fixer le point de déclenchement de chaque prise de vue. Enfin, la texturation d'un modèle urbain 3D, il y a deux possibilités sur le plan technique, l'exploitation du dévers, donc l'utilisation des bords de cliché, ou bien la photographie oblique avec des capteurs inclinés généralement à 40 ou à 45 degrés, sachant qu'il y a en France au moins 4 opérateurs qui peuvent faire une prise de vue simultanée verticale et oblique. Ce petit tableau illustre les différences au niveau angle d'incidence d'une prise de vue sur les façades de bâtiments, suivant qu'on utilise, comme c'est le cas en haut, une Vexel XP Wide Angle avec une focale de 70 mm ou bien une caméra oblique avec des capteurs inclinés à 40 degrés. L'angle d'incidence est beaucoup plus petit dans le cas où on utilise les bords d'image, surtout en longitudinal puisque l'image n'est pas carrée. Ce qui veut dire qu'on aura, par rapport à la surface du mur, on aura un angle d'incidence beaucoup plus vertical et ensuite quand on fera le drapage de cette image sur le modèle 3D, il faudra l'étirer pour pouvoir texturer le modèle 3D et donc on aura un effet d'étirement des pixels. A l'inverse, avec les caméras obliques, on a un angle d'incidence qui est moindre. Les avantages de l'exploitation du dévers, acquisition simultanée verticale et oblique, avec une unicité de la radiométrie, un géoréférencement plus aisé et des livrables qui sont l'ortho et les couples stéréo, un nombre d'images moins élevé que quand on fait simultanément une prise de vue verticale avec un capteur vertical et oblique avec des capteurs obliques orientés dans les 4 directions, parce que dans ce cas-là, on a 5 capteurs et donc on multiplie le nombre d'images par 5, et pas de surcoût si le recouvrement prévu était de toute façon d'au moins 80 par 60. Les avantages des clichés obliques, on a également l'acquisition simultanée avec une homogénéité radiométrique, un géoréférencement plus aisé, et au niveau des livrables, on livre outre l'ortho et les images orientées également les images obliques qui peuvent être exploitées avec des logiciels de visualisation ou même en stéréoscopie si le niveau de recouvrement des images obliques est suffisant. L'image oblique utilise le centre de la lentille, tandis que quand on utilise les bords d'image d'une caméra verticale, on utilise les bords de la lentille où il y a en général beaucoup plus de phénomènes de déformation. L'effet d'étirement des pixels est réduit avec une caméra oblique. Le taux de recouvrement nécessaire entre photos est moindre et l'exploitation des images obliques se peut faire dans d'autres applications. Je vous remercie.